Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix hypnotique, calme et apaisante de Bélène. Depuis le berceau, Bélène sait qu'il existe quelque chose de plus grand. Avec elle, nous avons parlé de la mort, de l'amour, de Jésus, du moi supérieur et du lâcher-prise surtout. Un témoignage rempli de richesse et de sagesse. Bonjour Bélène, est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es pour les personnes qui nous écoutent ? Qui je suis. Alors ce que je fais, je suis thérapeute, je pratique l'hypnose, le MDR, je travaille avec l'énergie aussi. Et puis, je viens d'écrire un livre. Voilà. Je suis maman d'un garçon de 19 ans et j'habite à Paris. Et j'ai 49 ans. Ok. Tu viens d'écrire un livre sur quoi ? Je viens d'écrire un récit autobiographique sur l'enfance, sur les épreuves de la vie, et puis sur les guérisons et les compréhensions et les beaux cadeaux qu'on peut avoir justement à travers les épreuves quand on peut les transformer en des forces, aller chercher des ressources. Donc voilà, j'avais envie de partager mon histoire qui est plutôt positive et que j'avais envie de partager. Voilà. Tu dirais que c'est un genre de parcours initiatique ? Ah ouais, carrément. Ouais. Un parcours initiatique d'une femme mystique moderne. J'aime bien cette expression. Oui, je pense que oui, une femme mystique, un enfant mystique aussi. Enfin, j'ai toujours été... je pense que j'ai toujours été avec cette partie ouverte en moi, depuis toujours. Est-ce que tu pourrais nous raconter plusieurs expériences mystiques que tu as vécues, peut-être à différents âges de ta vie ? Ouais. Alors déjà, c'est drôle parce que j'ai des souvenirs quasiment dans le berceau, où je me souviens très bien du plafond de l'époque, où il y avait des anges, des petits angelots, des grappes de raisin et tout ça. Et toute petite dans mon berceau, je me disais, eux, je les connais, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être avec eux, et c'est pas du tout ce que je sens sur Terre, là, enfin, je sais pas du tout ce que je vis. Et j'avais déjà cette notion de décalage entre, comme un espace, un endroit où il y avait beaucoup plus d'amour, et l'endroit où j'étais, où c'était pas tout à fait ça. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un souvenir très ancien, mais très fort, que j'ai toujours. Ensuite, plus petite fille, mais très petite, j'avais des réminiscences de vie, de métier. Je me souviens très bien que pour moi, le cordonnier, je connaissais par cœur le métier, je savais comment on mettait les clous, le bruit du petit marteau dessus, le cuir, enfin, il y avait des métiers comme ça que je connaissais, des sortes de mémoires que j'avais encore assez vives, même quand on visitait des endroits avec l'école. En fait, j'étais habitée de plein de mémoires. Et donc, pour moi, il y a toujours eu ce truc de plus que ce que j'étais. Tu le disais aux adultes, ça ? Tu le partageais, tu le communiquais ? Non, je crois pas.
non. Pourquoi ? Écoute, j'en sais rien du tout. Pourquoi je le disais pas ? Je sais pas, c'était mon univers, probablement que je sentais déjà quelque chose d'un peu décalé, même si mes parents étaient pas fermés à ça, hein, c'était pas... mais peut-être que j'étais la seule entre mon frère, j'avais une grande sœur et un grand frère, et j'étais la seule à avoir ces perceptions. Donc probablement, je le gardais pour moi. Est-ce que depuis, puisque je sais qu'en tant que thérapeute, tu fais de l'hypnose régressive dans les vies antérieures. Ouais. Est-ce que tu as eu du coup confirmation plus tard par ce moyen-là ou un autre que tu avais été cordonnier dans une vie antérieure ? Alors j'ai pas vu ça en hypnose spirituelle de régression. J'ai pas visité cette vie, mais je crois qu'en fait on en a eu tellement et tellement et tellement, et c'est ça ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on en a eu énormément. Donc celles qui vont revenir en mémoire, c'est celles où il y a un écho entre notre vie de maintenant, où la problématique où on est aujourd'hui dans le moment présent, et peut-être une vie antérieure ou parallèle. Donc c'est pas revenu, non pas en confirmation, mais c'est évident. Oui. J'ai pas besoin en fait d'avoir de confirmation. Ouais. Ok, et ensuite si on continue de façon un peu chronologique, donc tu avais ces réminiscences quand tu étais petite, ensuite... Et ensuite, alors j'ai eu un moment très très fort, je devais avoir 14 ans, et j'étais dans le train et j'avais un livre qui s'appelle « Les grands initiés » d'Édouard Churet, et au moment où j'arrive au chapitre d'Hermès, la vision d'Hermès, où il raconte vraiment la descente des âmes et l'ascension des âmes, où ça traverse les 7 sphères de la beauté, de la science, de l'intelligence divine. J'ai eu vraiment un choc profond, comme si c'est quelque chose que je savais, mais que je ne savais pas que je savais. Et ça a vraiment été, je me souviens encore, j'étais dans le train, frappée de me dire, mais je connais ce mouvement, cette descente, et ce passage aussi par le voile de l'oubli. Et ensuite, au moment de la mort et donc de l'ascension de l'âme, cette retraversée dans la compréhension de plein de choses. Et j'étais dans ce train en me disant, mais c'est incroyable. Et j'avais tous les poils du corps dressés comme ça fait quand je me souviens de quelque chose. Et je crois que ça a été ma première expérience. Je ne sais pas si c'est mystique, mais en tout cas de reconnexion. Ouais. Et quand tu dis que tu avais 14 ans, c'est un âge où on construit sa personnalité. Comment c'est venu porter sa brique à l'intérieur de toi, cette expérience à 14 ans ? En fait, ça m'a rassurée sur la perception d'autres mondes. Que, en fait, il y a ce qu'on perçoit, il y a tout ce qu'on ne perçoit pas dans la vie normale de tous les jours. Et comme j'ai toujours été un peu entre plusieurs, c'était entre ici et ailleurs, j'étais juste contente, rassurée que j'étais pas toute seule à avoir ces perceptions et en fait, tout le livre est passionnant, hein, c'est vraiment un classique là-dedans, mais j'ai toujours été intéressée par l'histoire des religions, j'ai toujours été chercher un peu partout dans toutes les cultures, ce qui pouvait me rassurer que c'était pas toute seule dans mon coin qui imaginait des choses. Voilà, donc l'adolescence, oui, c'est un moment où on construit sa personnalité, mais c'est quelque chose que je faisais dans mon coin parce que c'est assez compliqué d'en parler aux autres. Et puis trouver des adultes qui sont un peu connectés comme ça, c'est pas évident. Et comment ce livre était arrivé à toi ? Aucune idée. Je m'en souviens pas du tout. Je pense que j'allais chercher quand même, je grattais, je cherchais un peu, voilà. Mais tu penses qu'il était chez tes parents ? Que ce livre était chez tes parents ? Non. Alors j'avais probablement, il y avait quand même des tantes, des amis de mes parents. Oui, moi, quand j'avais 9 ans, mon grand-père m'a donné son pendule et mes parents, à la fin de leur dîner, me faisaient faire le pendule pour leurs copains tous les soirs, enfin, dès qu'il y avait un dîner à la maison. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose où dans notre famille, on n'était pas loin, mais eux m'ont pas nourri de ça. C'est vraiment, ça a été une quête personnelle. Et c'était complètement normal pour toi d'avoir un pendule à 9 ans et de faire ça pour les amis de tes parents ?
Euh, ouais, c'était rigolo. Et puis mon grand-père qui, lui, était vachement... il soignait avec ses mains, c'était un peintre espagnol avec une aura assez incroyable. Il m'a transmis ça, c'est-à-dire que me donner son pendule, c'était super flatteur en fait. J'étais vachement contente, j'étais fière. Voilà, donc non, c'était comme un jeu. Ouais. Ok, si on avance dans ta vie, donc après cette expérience de tes 14 ans, est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que ça a continué? Alors ensuite, c'est-à-dire que toute ma vie, jusqu'à probablement, je pense que c'est jusqu'à mon mariage, où j'ai un peu tassé ça, mais j'avais soit des rêves quand j'arrivais quelque part, soit des visions dans des endroits que je connaissais pas, où je voyais d'autres scènes d'une autre époque qui se déroulaient sous mes yeux. Ça peut être aussi une intuition assez forte des choses, des prémonitions. En fait, ça a toujours été, toute ma vie, ça a été pointillé, ou je sais pas comment on peut dire, mais par ces expériences tout le temps. Et donc, à un moment, parce que c'était dérangeant, parce que je me souviens d'une fois, on emménageait avec mon ex-mari dans un appartement où je sentais vraiment quelque chose de très désagréable, mais c'est compliqué, on a dû déménager parce qu'effectivement, c'était une ancienne clinique qui avait été réhabilitée en appartement, et moi, je peux pas vivre dans des endroits comme ça. Donc en fait, c'était plus pénible parce que cette sensibilité, cette hypersensibilité était dérangeante. Mais sur plein de choses. Donc j'ai fermé, je pense, oui, quand je me suis mariée. Et puis, bien plus tard, ça s'est réouvert, ça a fait le forcing. Je pense que la mort, en fait, le sujet de la mort est quelque chose de très important pour moi parce que ça m'a toujours intéressée de savoir ce qui se passait après, forcément. J'ai eu une expérience assez longue et assez douloureuse, et souvent ça passe par des moments douloureux. Ma sœur est tombée malade, elle avait un cancer, et donc pendant 1 an et demi, jusqu'à ce qu'elle meure, je l'ai accompagnée. Et en fait, après sa mort, ça commençait peut-être un petit peu avant, mais pour moi l'essentiel de qu'est-ce que je fais ici, quel est mon passage sur Terre, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que ces heures de ma vie, quel est l'intérêt, le sens, le vrai sens. J'ai lâché mon ancien boulot et puis j'ai eu vraiment une vision sur l'autoroute où il faisait nuit et je vois comme en néon sur l'autoroute hypnose magnétisme. Et donc je faisais avant complètement un autre boulot. Je travaillais dans l'événementiel, je faisais de la déco. J'ai décidé sur cette autoroute de me former à l'hypnose et au magnétisme. Et à ce moment-là, j'ai fait une sorte de coming out de sorcière ou de fée. Je me suis formée pendant 1 an et là, du coup, j'ai pu réouvrir en fait toutes les vannes. Donc, je me suis formée d'abord à l'hypnose, au magnétisme, à différentes hypnoses, puis à l'EMDR. Et j'ai pu enfin utiliser cette sensibilité pour le bien. Et là, tu étais encore mariée à ce moment-là? Non, j'avais divorcé. Donc en fait, ton ex-mari, il a jamais connu cette part de toi? Si, et il a écouté, il était plutôt assez cool. Mais c'est vrai que voilà, c'était plus quelque chose qui me pesait et je l'ai transformé en quelque chose qui était plus un atout. Voilà, Et surtout, je pense que la connaissance est importante. C'est-à-dire que de connaître ou d'apprendre, de lire, d'échanger, de comprendre ces mondes, même si ça peut paraître fou de dire, voilà, je vais apprendre les mondes invisibles, mais il y a quand même, on peut pas jouer n'importe comment. Il faut faire assez attention, hein, il y a des forces, ce sont des mondes où il faut être quand même, où il faut faire attention, je pense. Comme dans celui-là aussi, ceci dit. Ouais. Un enfant, on lui apprend aussi tout à fait. Le danger. Ouais. Mais oui, le monde de l'invisible n'est pas que... Pas que lumière et ange, ouais. Et lorsque tu t'es retrouvée en formation, tu as réellement appris des choses ou finalement, c'était juste comme si on levait le voile sur des choses que tu savais déjà? Ah, c'est drôle ce que tu dis. Alors en fait, il y a une formation qui a été super pénible pour moi, c'était une formation de PNL.
parce que c'est ce que je faisais déjà, qu'il fallait que j'apprenne d'une autre façon pour, voilà, comme déconstruire quelque chose pour le faire d'une façon artificielle. Voilà, ça a été, j'ai pas aimé. Mais le reste, après l'hypnose, en fait, on apprend des techniques, on apprend des protocoles, qu'ensuite on digère et on fait plus. En fait, je pense que j'ai cassé les carcans, justement, de tout ce que j'ai appris pour faire plus confiance, je dirais maintenant carrément à mon moi supérieur, c'est-à-dire que je me suis connectée à une partie un peu plus sage de moi et je la laisse travailler à travers moi. Donc je suis moins, pendant des années ça a été très cadré et maintenant je laisse faire. Voilà, je laisse faire. Donc oui, c'est intéressant d'apprendre toutes ces pratiques, mais finalement je crois qu'on fait tous notre petite cuisine à notre façon. Tu veux bien nous parler de ton moi supérieur ? Oui, parce que ça a été aussi une expérience mystique presque. C'était il n'y a pas si longtemps. En fait, pendant 2 mois, peut-être septembre, octobre, fin de l'été, début de l'automne, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a poussée à, alors c'est très logistique au départ, à vider de chez moi 150 bouquins, tout le plastique, toutes les choses qui vibraient d'une façon pas propre pour moi. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à arrêter de manger de la viande parce qu'en fait, j'étais obligée de couper une partie de conscience pour pouvoir le faire. Et je me suis dit, non, arrête de couper ta conscience pour bouffer de la viande. Juste arrête. Ensuite, j'ai travaillé avec l'eau. J'ai filtré à la maison, j'ai fait tout un système. Et en fait, j'écoutais comme une petite voix, ou plutôt une grande voix en moi, qui m'a vraiment fait faire un... C'est drôle parce que c'était comme une sorte d'éveil, mais sur 2 mois presque. Et plus faire de compromis. Et à ce moment-là, c'est vraiment comme si j'avais ouvert une porte sur le sommet de mon crâne. Et je me suis laissée traverser. Et maintenant, je me laisse traverser presque tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ouvert, qui est plus grand que moi. Et donc, la partie volonté, la partie mentale, j'essaie de la laisser de côté le plus possible. Et donc, c'est vraiment me laisser traverser. Et par du rien, parfois aussi. C'est-à-dire, voilà, juste être un... Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est quelquefois... certains paratonnerres se prennent pour la foudre. Et en fait, voilà, c'est vraiment la conscience d'être plus un paratonnerre que la foudre. T'as dit ne plus laisser de place à la concession. Au compromis. Au compromis, pardon. Ouais. Ne plus laisser de place au compromis. Tu peux Ouais. développer ce que c'est ? Ouais. Je crois que pendant très longtemps, alors par facilité de ne pas dire non, j'ai fait beaucoup de choses qui soit m'intéressaient pas, soit me prenaient de l'énergie, soit n'étaient pas des échanges équilibrés et que, en fait, j'ai vraiment appris à poser des limites, à commencer à vraiment dire non, mais gentiment. Mais j'ai pris conscience, et c'est pour ça que je parlais d'heures de sa vie, c'est que tout à coup, les heures de ma vie ont pris une vraie valeur. Voilà. Et donc, et ça vient aussi avec la possibilité, le fait de retourner le mot solitude en plénitude, ce qui pouvait me faire peur avant, de me retrouver face à moi-même, mais ce vide en soi qu'on essaie de combler avec plein de choses, tout à coup, j'avais plus besoin de le combler. C'était ok parce qu'en fait, je suis plutôt une bonne compagnie et que j'ai pu ne plus avoir besoin donc d'aller passer une soirée avec des gens où en fait je m'en fous, mais c'était juste par peur d'être seule, ou en fait sur beaucoup de choses, oui, je me suis rendu compte que je faisais plein de compromis. Il y a plein de choses que je faisais et qui vibraient pas vraiment pour moi. Et donc c'est aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire oui, d'accepter une invitation, ou de, je ne sais pas, est-ce que je le sens ? Est-ce que au fond de moi ça me fait plaisir ? Et presque de tout se dire, en fait je peux tout faire avec plaisir. Et mon travail est devenu un vrai plaisir, alors que c'était douloureux à une époque, parce qu'il y avait une vraie volonté, une volonté d'aider, quelque chose comme ça, de fort, etc., qui m'épuisait. Maintenant, je suis plus du tout fatiguée à la fin de mes journées, même si j'ai fait plein de séances,
parce que il y a quelque chose, il y a comme un flux maintenant. Donc, et une capacité aussi à dire non. Mais j'ai eu l'impression, en fait, quand tu racontais cette espèce de phase de nettoyage par laquelle tu es passé au mois de septembre-octobre, en virant de chez toi ces bouquins qui vibraient pas à la bonne fréquence, on va dire, Ouais. en te coupant de la viande. J'ai eu l'impression qu'en fait, ces compromis, il était plus de l'ordre du nettoyage, justement. Que Oui. C'était... Est-ce que tu as l'impression que ces petits compromis qu'on peut avoir, oui, manger de la viande une fois de temps en temps, ou oui, boire un verre de vin une fois de temps en temps, ou je sais pas quoi, sont des choses qui nous coupent de la source? Ah non, 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 de temps en temps, pas de problème. Mais en fait, c'est tout ce que je faisais. Ok, par exemple, je portais un stérilet hormonal. Ça peut paraître... mais du coup, ça me coupait de mes cycles. Et du coup, d'une partie de femmes, mais j'avais pas besoin de ce stérilet, en fait. Et je le savais. Mais là, j'ai acté. Après, manger de la viande, je peux. Si je suis invitée quelque part, ok, je vais le faire. Je vais le faire en conscience. Mais c'est pas de devenir super psychorigide, mais simplement tous ces petits arrangements qu'on fait avec soi-même, mais qui sont quasiment quotidiens en fait. C'est ça que j'ai lâché. Et du coup, c'est comme si justement ce flux me donnait plus d'informations. En fait, il y a de la place maintenant pour plus de clairvoyance aussi, plus de clairaudience, et surtout une sorte de magie qui est arrivée après un gros lâcher-prise, qui est en fait, pour moi, qui a été le plus beau cadeau finalement dernièrement, c'est vraiment d'apprendre à lâcher tout ce que j'essayais de contrôler, et vraiment de desserrer les doigts à chaque fois, et c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est presque sans arrêt se dire, ok, là, tiens, t'es en train de contrôler. Tiens, tu choisis ça par peur. Donc, tous ces choix par peur, tous ces besoins de contrôle, qui ont plein de raisons, à chaque fois que je lâche maintenant, c'est comme si j'avais un cadeau qui arrivait derrière, un miracle même parfois. Et c'est drôle parce que c'est venu aussi d'une expérience mystique que j'ai eue. Mais alors c'est drôle parce que c'est l'année dernière j'ai eu une espèce de rencontre hallucinante avec Jésus. Jésus qui pour moi est en fait vraiment comme l'incarnation, comme un chemin de l'amour, parce qu'en fait sa parole elle est magnifique. Donc je me suis fait baptiser cet été, alors que j'étais baptisée petite et que je suis pas du tout religieuse. Mais quand on m'a expliqué, mais Jésus c'est pas une religion, c'est une relation. Et donc ça a été quelque chose où c'est drôle parce que moi j'étais pas du tout branchée religion et tout ça, mais j'ai vraiment eu une rencontre avec le cœur qui a flambé vraiment et ça continue encore. Et en fait, qui m'a vachement aidée à lâcher prise parce que j'ai eu une foi, une confiance en l'inconnu, en l'avenir, que c'est ok, que tout est parfait. En fait, quel que soit le chemin que je prends, que ce soit un chemin difficile, un plus facile, c'est ok, c'est parfait. Tu disais que tu es thérapeute. Ouais. En quoi ces expériences mystiques ou cette ouverture dont tu parles fait de toi une thérapeute différente d'autres thérapeutes? Ou comment ça vient prendre sa place dans les accompagnements que tu fais? Alors, déjà, je suis toujours en respect de l'endroit où est la personne, c'est-à-dire par rapport à son ouverture. D'abord, je travaille beaucoup les deuils, c'est vraiment un sujet que je travaille énormément et que j'aime travailler. Et en fait, peut-être que cette conception ou ce que je peux sentir de la mort ou savoir ou croire savoir sur la vie après la mort ouvre une porte assez merveilleuse justement pour ces gens qui ont aucune idée de ça ou qui n'osent pas en parler. En fait, c'est drôle parce que on n'ose pas parler de la mort. C'est quand même un sujet un peu tabou, alors qu'en fait c'est très beau parce qu'en comprenant la mort, on apprend à vivre différemment. Donc en tant que thérapeute, toutes ces, connexions ou toutes ces ouvertures,
aide à ouvrir certaines personnes qui en ont besoin et tout à coup, mais c'est comme si leur champ de vision s'ouvrait et ça leur fait un bien et je pense que c'est pour ça qu'ils viennent me voir aussi. C'est-à-dire que forcément on attire en résonance une certaine clientèle ou patientèle. Tu peux nous parler de la mort ? Ouais. Bah, la mort, c'est un passage, évidemment. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, quand je dis évidemment, c'est ce que je ressens depuis que je suis toute petite. Ce qui me fait très très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui écrivent dessus. Il y a ce neurochirurgien, Ben Alexander, qui a quand même passé, je ne sais pas combien, 10 ans à Harvard, et qui a une expérience de mort provisoire vachement intéressante. Il a écrit un livre magnifique, je crois que ça s'appelle La preuve du paradis. Il y a Jean-Jacques Charbonnier aussi, qui fait énormément de travaux dessus. Et donc, tout le monde s'accorde, enfin, dans les gens qui parlent de la vie après la mort, qu'il y a une vie après la mort. Et que donc, on vient expérimenter sur Terre, peut-être pour retrouver son essence divine, peut-être pour apprendre à s'aimer, pour, je ne sais pas, il y a chacun son histoire, mais c'est un passage. Et du coup, c'est beaucoup plus doux. Et ensuite aussi, il y a encore un autre monde, mais on peut peut-être communiquer aussi. Et c'est vrai que j'ai des expériences extraordinaires de communication avec les défunts. Ça fait du bien de se dire que ils sont peut-être juste de l'autre côté du voile et ils sont pas complètement disparus. Et en fait, tout ça, c'est des questions d'amour, de tendresse, de réparation surtout. Parce qu'en fait, quand on travaille le deuil, souvent, c'est les deux qui doivent se réparer, entre la personne qui fait son deuil et qui a besoin de dire des choses à la personne qui n'est plus là, mais en fait, qui peut être là et qui peut entendre, et puis aussi certains messages que la personne peut avoir, recevoir, et qui va réparer des incompréhensions, des vieux dossiers pas traités, etc. Donc, c'est assez, et ça se termine toujours assez joyeusement d'ailleurs, les séances de deuil. Est-ce que c'est que ça soit le deuil de ta sœur dont tu parlais tout à l'heure ou ces accompagnements que tu fais, est-ce que ça a changé ton regard sur ta propre mort ? Je pense que c'est pas que ça a changé. Je pense que ça a changé mon regard, ou plutôt mon... En fait, quand on traverse le feu, on en a moins peur. Donc, je me sens plus apte à accompagner des gens qui vivent ça, parce que c'est quelque chose dans lequel ça ne fait pas peur, ça ne me fait pas peur. Alors que le principal problème, et le psy qui écrit tellement de bouquins, Irving Yalom, tout est autour finalement de la peur de la mort. Et quand on n'a plus peur de la mort, on a une liberté, et une liberté de vie qui est extraordinaire. Donc je pense que c'est surtout ça ce que ça m'a apporté, c'est ne plus avoir peur de la mort. Est-ce que tu crois que la mort est une expérience mystique ? Alors je dirais que les expériences de mort provisoire peuvent être des expériences mystiques, ouais. Après la mort, probablement aussi. Tu t'en rappelles pas ? Sinon, j'ai eu quelques expériences incroyables, oui. Notamment une où mon cœur a lâché, et à ce moment-là, je me suis retrouvée en fait dans un espace où j'ai compris profondément qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut pas que t'oublies. Et donc quand je suis revenue, ça m'est resté, mais ce ressenti de n'avoir aucune peur, parce que tout à coup, c'est comme si on touche notre immortalité, donc pourquoi avoir peur ? On vient en expérience ici, et en fait, quelle que soit l'expérience, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a qu'une expérience, donc il n'y a pas à avoir peur. Qu'est-ce que tu crois que toi t'es venu expérimenter ici, dans cette vie-là ? Moi, il y a l'amour. Je pense qu'il y a quelque chose depuis toute petite. C'est un vrai sujet pour moi. Donc ça, c'est une première expérience, oui, que j'ai à faire ici, à retrouver mon pouvoir de création. Et justement, c'est ce que je suis en train de retoucher, enfin de commencer à toucher avec le lâcher prise, avec à quel point c'est incroyable, comme
en fait, on a des capacités, des possibilités inouïes, et justement de pouvoir lâcher toutes nos limitations d'éducation, de mauvaises expériences. Voilà. En fait, c'est d'être plus grand, c'est de retrouver, moi, voilà, je me dis, je retrouve mon essence, c'est cette connexion avec mon moi supérieur, en fait. Et du coup, c'est vachement plus grand, les possibilités sont plus larges, et c'est plus joyeux. Tu as un fils de 19 ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il sait comment tu travailles, où tu en es par rapport à tous ces sujets? C'est quelque chose que tu partages avec lui? Pas du tout? Alors, si, absolument tout. Et alors, ce qui est génial, c'est que lui, il a un père businessman, assez carré et tout ça, et puis une mère, plus connectée, on va dire. Et lui, en fait, il vogue entre les deux. Alors d'abord, il m'a fait répéter, comme j'ai fait des études à 40 ans, il m'a fait répéter tous mes cours d'hypnose, donc il sait absolument tout là-dessus, et voilà. Et puis en plus, ça l'intéresse, et il est très ouvert et très structuré. En fait, pour moi, l'ancrage est aussi important que les branches qu'on envoie dans le ciel. Mais c'est important d'avoir cette structure toujours, surtout là, quand on parle de ces sujets. Donc du coup, lui, il est assez cool sur la mort, tout ce qui peut paraître un peu extraordinaire. Les expériences extraordinaires font partie de son quotidien. Tu as des adolescents et des enfants dans tes patients? Non, pas vraiment. Je travaille surtout avec des jeunes adultes et des adultes. Tu disais tout à l'heure que, je sais plus comment tu l'as dit, mais que, en gros, il fallait se protéger un petit peu aussi quand on allait dans le monde de l'invisible. Je pense que c'est très dangereux de faire les apprentis sorciers. Il y en a beaucoup, beaucoup qui le font. Et la magie est un énorme terrain. Et en fait, moi, ça me fait un peu peur là, parce que je trouve qu'il y a justement beaucoup, beaucoup d'apprentis sorciers. Un espèce de... c'est un peu la spiritualité, c'est le nouveau Zumba, quoi. C'est-à-dire que en fait, ça fleurit de tous les côtés et les gens se rendent pas compte des dangers qu'il y a. Alors c'est un peu compliqué là de commencer à parler d'entités, comment dire, de base astrale, de pollution énergétique, etc., etc. Mais il y a vraiment, en fait, je crois que il faut avoir, enfin le mieux, ce serait d'avoir une hygiène, une super belle hygiène, c'est-à-dire une hygiène aussi bien de ce qu'on mange, mais comment on respire, où est-ce qu'on habite, ce qu'on pense. De faire attention. Parce qu'il y a, je pense que ce sont des mondes où il y a autant d'ombre que de lumière et il faut pas trop jouer avec sans connaissance. Et c'est encore quelque chose, c'est-à-dire, je pense que la connaissance est d'apprendre et qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, il y a des sages et que c'est intéressant d'aller d'abord avoir un peu l'humilité, d'aller étudier, apprendre à connaître tout ça. Ouais. On peut se perdre là-dedans. On peut avoir l'impression de devenir fou aussi. Dans les personnes qu'on a interrogées, ces expériences mystiques, elles arrivent, tu vois, souvent en milieu de vie ou parce qu'il y a un événement qui se passe. Et en fait, ce qui te différencie finalement, c'est que dans ton récit, tu dis que ça a toujours été présent, même dès le berceau. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas dans la vie normale? Est-ce que tu te sens différente des autres ou est-ce que tu vis dans un environnement où les gens sont comme toi? Enfin, c'est comment ta vie? Alors moi, je me sens complètement normale avec une vie extraordinaire. Alors effectivement, j'ai quand même, mes amis sont des gens peut-être un peu originaux, mais en même temps, j'ai une vie super normale. Je vais faire mes courses, je fais ma bouffe, je suis copine avec mes commerçants, je travaille. C'est vraiment ça, c'est que je pense que j'ai une vie absolument normale et absolument extraordinaire parce qu'il se passe... En fait, je peux pas dire, voilà, moi j'ai que des visions ou je n'entends que ça ou j'ai que des défunts qui viennent me parler. En fait, j'ai toujours eu comme un éventail de chaque chose. Donc, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de mon quotidien et que
c'est ma normalité, mais je sais que je peux pas forcément en parler à tout le monde. Après, ce qui est drôle, c'est que souvent dans les dîners, si on commence à parler de ça, finalement, même ceux qui disent « moi je suis cartésien, moi je suis scientifique, je n'y crois pas », en fait, chacun a une petite expérience quand même d'un truc un peu bizarre qui lui est arrivé. Et finalement, toute la tablée va raconter une petite histoire, quoi. Donc, le côté science versus spirituel va quand même peut-être à un moment donné finir par se tenir la main, parce que c'est un peu dommage. Je pense que il faut qu'on travaille ensemble, un peu comme les histoires des guérisseurs en Suisse qui sont dans les hôpitaux, et qu'en France, il serait temps qu'on s'ouvre un petit peu, qu'on se tienne tous par la main, parce qu'on peut tous bosser ensemble et que ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Est-ce que par rapport à l'invisible, tu t'es intéressée aussi au chamanisme ? Alors oui, un peu, mais j'aime bien me dire que on a tous nos cultures, donc ça m'intéresse. Mais maintenant, par rapport à certaines expériences que j'ai faites, je pense qu'il y a des choses qui sont de certains endroits. Il y a des cultures qui font certaines choses qu'on ne peut pas forcément comprendre puisqu'on n'a pas les codes. Donc le chamanisme, ok, mais en fait, on fait ça depuis la nuit des temps, aussi en France, dans nos campagnes, voilà. Donc on n'a pas forcément besoin de se foutre des plumes à l'oreille, etc. Et de se, voilà, j'ai été voir de ce côté-là, mais en fait, chaman, où on pourrait trouver d'autres mots finalement pour les chiens, on a nos jeteux de sort, voilà. Donc les druides, nos druides, et c'est super intéressant de regarder de ce côté-là. J'ai été une fois à Bugarache. Le mont Bugarache, où il y a, mais c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il y a justement des druides, des alchimistes, il y a plein de gens super intéressants et qui travaillent sur place. Il y a toute notre histoire aussi. Donc ouais, si je vais en Sibérie, je serais contente d'aller rencontrer des chamans. J'en ai rencontré aussi au Pérou, en Amazonie. Mais c'est vrai que j'ai pas envie, moi, de faire des stages de chaman en France. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais rencontré Jésus. Alors, c'est vrai que avec Clémence, on a entendu beaucoup de personnes nous raconter des choses, et peut-être si quelqu'un écoute ton épisode comme étant le premier épisode, il va se dire bah, c'est bizarre, elles lui disent pas mais comment il était, comment ça s'est passé, la rencontre, etc. Parce que d'autres personnes nous ont raconté, mais moi j'ai envie qu'on revienne un peu sur cette rencontre, et si tu es d'accord, et que tu nous dises à quelle occasion et comment c'est de rencontrer Jésus, en fait, parce que c'est pas... C'est vrai qu'on a un peu passé dessus, genre oui, oui. tu as rencontré Jésus, bien sûr. Bah comme oui, c'est vrai. Et bon, je me dis, on est quand même dans un podcast qui s'appelle Mystique moderne. Et rencontrer Jésus, en tout cas, c'est un être de lumière. Dans les archétypes, c'est un archétype important. Donc, tu veux bien nous raconter ? Absolument. Alors, je dis pas que je l'ai rencontré, il a pas tapé à ma porte, hein, mais en fait, ça s'est d'autres, il a tapé à leur porte. Il a tapé à leur porte. Ok, moi non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est assez drôle parce que pendant un moment, j'ai essayé justement de lâcher, et puis j'allais voir un magnétiseur qui me disait « Ah, mais tu as beaucoup cette énergie christique en toi, etc. etc. » Alors, elle me disait ça à chaque fois, je comprenais pas très bien. Pourquoi tu allais voir ce magnétiseur ? Parce que mon fils venait de partir faire ses études en Espagne, que j'étais un peu au bout du rouleau et que j'avais besoin d'aide. Et donc, ce magnétiseur, en fait, m'a accompagnée à ce moment-là où j'ai l'impression qu'on m'avait arraché la moitié du corps. Donc, je vais voir ce magnétiseur et qui me dit, non, mais voilà, je sens cet esprit, cette énergie christique en toi, machin. Et moi, ça me parlait pas du tout. Je ne savais pas de quoi il me parlait. Et puis, peut-être un mois plus tard, un copain m'appelle et me dit, tu sais, j'ai toujours senti cette énergie christique en toi. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que de quoi ils me parlent? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Et puis, je regarde chez moi et au téléphone avec ce copain qui me parlait du Christ et de la parole du Christ et tout, je réalise qu'en fait, j'ai mis un sticker de Jésus au-dessus de ma porte. Et puis, je réalise que j'ai mis le cœur du Christ au-dessus de l'autre porte. Et puis, je vois 2 croix éthiopiennes sur mon escalier. Et puis, tout à coup, mais je le vois partout chez moi. J'avais pas réalisé du tout que j'avais pu le mettre chez moi. Bon, donc je commence je continue à discuter, puis je suis un peu étonnée parce que c'est comme si tout à coup je me rends compte qu'il a toujours été là quelque part. Et puis je sors de chez moi après une longue discussion avec ce copain
Et puis j'ai une église à côté de la maison, et donc je rentre dans cette église, et là, je vais vers une statue de Jésus qui a les bras grands ouverts comme ça, une très belle statue, et je sens mon cœur qui se met à chauffer, à grandir, à chauffer. Et là, je suis paniquée, je suis devant la statue, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le truc, c'est j'ai le cœur qui se met à flamber, quoi. Donc, je pars en courant de l'église en disant, non, pas ça, je comprends pas ce qui se passe. Mais il n'empêche que, vraiment, je me pose des questions. Et en fait... Pourquoi tu te dis pas ça, et tu pars en courant? Mais c'est flippant d'avoir le cœur qui brûle. Enfin, ça me faisait limite mal, C'était quelque chose de physique, quoi. Okay. C'était vraiment un truc physique. Avec le copain qui venait de me dire que... Jésus, mais que j'étais pas prête à l'époque, machin et tout. Moi, Jésus, enfin, c'est pas le truc, c'était pas ultra glam pour moi, Jésus. Bon, donc j'ai pas très envie, quoi. Et puis après, je réfléchis un peu, et puis je commence à m'intéresser un tout petit peu au texte. Et puis j'ai ce copain qui vraiment pendant peut-être quand même 2 mois me transmet la parole. Et je commence à m'intéresser. Et en fait, la parole du Christ, qui est vraiment très intéressante, c'est l'humilité, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est pas du tout la Bible relou avec des évangiles relous. C'est superbe. Et à chaque fois que je vais à l'église, j'ai mon cœur qui flambe. Et ça continue. Et vraiment, j'ai ce truc super bizarre. Et là, je me suis mise à prier. Donc j'étais en prière, mais la prière de moi qui lui parle. Voilà, Jésus, écoute, et je commence à lui parler, je lui parle, et c'est pour ça qu'on parle de relation et pas de religion. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai adhéré à une religion, c'est que tout à coup j'ai senti une présence d'amour très forte qui est comme une reliance à la source, un chemin pour aller. Tu veux dire ça initialement, la religion, religarer, c'est relier. Mais c'est ça, absolument. Au et donc, départ. voilà, au départ. Et du coup, j'ai ressenti le besoin, parce que j'ai une partie de ma famille qui, eux, ils sont protestants. Moi, j'ai été baptisée catholique, et eux sont protestants. Et donc, cet été, on était sur une petite île en Bretagne, j'aurais demandé de me baptiser dans la mer. J'avais besoin de me nettoyer, j'avais besoin de tout à coup faire cet acte et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils étaient tous autour de moi, ils ont chanté et ils m'ont plongé dans l'eau. Et c'est un peu une mort et une renaissance. Et j'ai vraiment eu En fait, c'est comme si je me mettais sous son aile, mais sous son aile d'amour. C'était pas quelque chose, encore une fois, de religieux. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus qu'il est à l'intérieur de moi, plutôt que... Voilà, ça a duré 1 an. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai eu vraiment cette révélation dans l'église, où j'ai le cœur qui a brûlé, et encore aujourd'hui, 1 an plus tard, quand je vais dans une église, j'ai le cœur, ça me fait vraiment quelque chose. Et je peux pas tellement l'expliquer. Mais de toute façon... Alors, c'est vrai que je garde la parole du Christ, qui est vraiment belle, qui est magnifique. Quel est l'enseignement le plus important pour toi dans cette parole? Eh bien, ce que je préfère, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Qui est vraiment, à un moment, de se dire, moi, j'ai ma volonté en tant qu'humaine qui passe par le filtre et par le prisme de mon mental, et qu'en fait, je me confie à plus grand que moi. Et donc, d'où l'histoire de la confiance, de la foi, et du coup du lâcher-prise. Et c'est pour moi, je pense, ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. C'est vraiment, ok, moi j'ai mon intention, c'est ça, mais s'il se passe autre chose, c'est ok. Et vraiment, pour moi, c'est la clé la plus précieuse que j'ai. Et c'est, voilà, que ta volonté soit faite et non la mienne. S'en remettre. Ouais. Un abandon total. Exactement. Et surtout que cet abandon est souvent difficile pour les contrôlants que nous sommes quand même tous beaucoup. Et donc c'est un chemin. Et c'est un chemin aussi d'aller dans l'inconnu, surtout en ce moment où il se passe beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'inconnus devant nous. Et du coup, se mettre dans ce lâcher-prise, dans cette acceptation de l'inconnu, c'est un peu la meilleure chose à faire, je pense, en ce moment. Ça a changé quoi concrètement dans ton quotidien, dans ta façon de vivre tes journées, ce lâcher-prise? Est-ce que tu es capable de le dire?
En fait, comme c'est pas complètement encore entré dans mon système, j'ai besoin d'avoir conscience à chaque fois et d'observer tous les endroits de contrôle, en fait. Ok. Et donc, de me rendre compte, tiens, je vais choisir ces vacances. Pourquoi je choisis d'aller dans cet endroit chaque année? En fait, parce que c'est confortable, et je réfléchis, et je me dis, ok, en fait, c'est par peur. Toutes les décisions que je prends par peur, je les défais. Et donc, je ne les prends plus. Mais ça peut être des petites choses ou des grosses. Mais en fait, c'est vraiment de desserrer les doigts. Et c'est vraiment ce truc où on va serrer la main avec un stylo dans la main et on dit, vas-y, lâche prise. Et là, le stylo tombe. On reprend le stylo et on dit, ok, vas-y, ouvre tout doucement tes doigts, tu lâches prise. Et le stylo, il tombe pas, en fait. T'as rien perdu. Le lâcher prise, c'est, tu peux ne rien perdre, mais juste de lâcher. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a peur de perdre. Et je crois que ça change un peu tout finalement dans ma vie. Cet amour que tu as trouvé dans cette reconnexion, j'ai pas entendu quand tu t'es présentée au départ si tu es en couple aujourd'hui ou pas, mais est-ce que cet amour-là, il est suffisant dans ta vie ou est-ce que tu partages un amour avec une personne humaine? Alors, si, pourquoi pas. bon. En fait, ma question, c'est plus, quand on ressent cet amour, est-ce que c'est suffisant à combler, entre guillemets, le besoin d'amour qu'on a? Ou est-ce que c'est... Tu vois, je pense aux religieuses, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand tu as parlé du baptême, j'avais des images de religieuses qui me venaient, mais pas des religieuses telles que je les ai connues, tu vois, dans les lycées dans lesquels j'ai été, mais des femmes qui vraiment s'engagent dans la foi. Et du coup, ça m'a fait j'ai eu un chemin, tu vois, à l'intérieur de moi en t'écoutant, et je me suis dit, ça m'intrigue de savoir si aimer Jésus ou entrer en foi est suffisant en termes d'amour à l'intérieur de soi, ou est-ce que l'amour sur la terre avec un être humain reste quand même quelque chose qui est important pour toi? Alors, c'est drôle parce qu'en fait, ça fait partie du... Il y a eu vraiment un moment où, ce que je disais au début, la solitude est devenue une plénitude. Oui, j'ai entendu donc, ça. Donc, plus de manque. Parce que je me suis rendu compte aussi que finalement, on vibre, on vit ce qu'on vibre. D'accord ? Vraiment, il y a ce truc où on vit ce qu'on vibre. Et puis, je me suis rendu compte qu'avoir tellement envie d'être en couple me faisait vibrer une sorte de manque ou une attente. Donc, c'est ce que je recevais. Donc, dans les histoires d'amour que j'ai vécues, finalement, je me retrouvais avec du manque et de l'attente, comme de par hasard. Et qu'en fait, le moment où j'ai senti cette plénitude à l'intérieur de moi, est vraiment de me dire, j'étais pas en relation à ce moment-là, et de me dire, ok, moi j'ai envie d'être en couple parce que l'amour c'est quelque chose qui compte pour moi, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, mais probablement un amour un peu plus haut que ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, d'accord, mon intention c'est de vivre un couple dans ma vie, mais si finalement ça ne se fait pas, c'est ok. Donc, que j'ai lâché. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un, waouh, vraiment. Et c'est tellement drôle parce que ça a été quasiment immédiat. C'est-à-dire que le moment où je me suis sentie complètement pleine, seule, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Et quelqu'un de super. Et donc, je crois qu'on peut vivre... En fait, ça dépend de l'expérience qu'on vient vivre ici. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir vivre le couple parce que c'est joyeux et que... Mais après, si c'était quelque chose qui ne m'était pas offert dans la vie, parce que c'est une grâce, quand même, c'est ok. Ça fait chier, mais c'est ok. Quand tu nous parlais de ton livre, tu nous as dit que c'est un livre qui parlait aussi de guérison. Ouais. Ça a été quoi ta grande guérison à toi ? J'en ai eu plusieurs. En fait, j'en ai eu beaucoup parce que à partir du moment où j'ai commencé à être thérapeute, j'ai fait une analyse plutôt pendant pas mal d'années. J'ai quand même toujours été en thérapie. Enfin, c'est quelque chose accompagné, ça m'intéresse beaucoup. En fait, là, je partage. Il y a eu tellement de gens, des rencontres,
ça a été des prises de conscience, ça a été parfois des expériences. En fait, je raconte 10 ans de ça. Mais ma plus grande guérison, waouh, j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plein en fait, et je continue à en avoir, donc je sais pas. Tu peux mettre plein de mots du coup? Plein de mots. Ah. Et est-ce que ça serait physique, psychique, tu vois, enfin, à quel endroit ça se joue finalement? Alors, les plus grandes guérisons. Ok, en fait, j'ai eu certaines compréhensions intéressantes avec l'énéagramme sur plusieurs facettes de soi. L'altruiste que j'étais, qui cache derrière le côté séductrice que j'étais, qui vient d'une blessure de l'enfance, où on va pourvoir aux besoins des autres, où on va être extrêmement attentionné. Donc ça c'est le côté altruiste aussi, mais en fait qui va aller chercher de l'amour qu'on n'est pas capable de se donner à soi. Et donc comme ça a été un long, moi d'essayer de comprendre pendant des années, c'est drôle parce que justement ce truc, en fait les guérisons elles se font à plusieurs niveaux, sur plusieurs couches, sur plusieurs années, d'un point de vue psychique, émotionnel, physique. Donc c'est comme si à chaque fois c'est une marche, puis une autre, puis une autre. Et jusqu'à arriver à un endroit où, voilà, on a enlevé pas mal de pelures et on sait à peu près qui on est et on peut s'aimer. Et on peut enfin s'aimer. Et je pense que c'est ça la plus grande guérison, c'est de enfin pouvoir se voir et ça va, tout va bien, c'est cool, je m'aime, c'est ok. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire quelle est ma plus grande guérison, parce qu'en fait, j'en ai eu beaucoup. Tout le long du chemin, ça fait partie du parcours initiatique. Et j'ai eu plein de rencontres. Alors c'est vrai que j'en parle dans le livre, parce que ça a été des thérapeutes extraordinaires, mais c'est des moments aussi où moi j'étais prête à entendre, parce qu'on sait très bien que on peut voir les personnes les plus extraordinaires en face de nous, si on n'est pas prêt à guérir, ben ça n'accroche pas, puisqu'en fait ça va réveiller notre propre pouvoir de guérison. Donc c'est vraiment des gens, des livres, des rencontres, des documentaires, des films, une chanson, un sourire. Enfin, c'est tellement riche, en fait. Ce parcours mais comme chacun, on a tous nos parcours très riches, comme ça, de guérison. Comment tu aurais envie de finir ce partage et cet échange dans ce podcast Mystique Moderne? Comment tu te sens, peut-être, après avoir raconté tout ça? Un peu émue, parce que c'est des choses qui me touchent. Et puis justement, ne plus avoir peur d'être à nu ou ému devant des gens qu'on connaît pas, et d'être ok avec ça, être ok avec soi. Et là, voilà, je pense que ce gros mot, moi qui m'insupportait, ce fameux lâcher prise, où j'aurais bien collé une baffe quand on me disait t'as qu'à lâcher prise, hein, c'est tout, qui était le truc qui me rendait dingue. Maintenant que je l'ai compris, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc si je peux finir, c'est juste en disant d'essayer de pas avoir peur, en fait, d'avancer comme ça, et l'inconnu, finalement, c'est toujours ce qu'il y a de plus excitant, et on se relève. Je crois qu'on peut se relever. Donc, quelles que soient les épreuves, si on réussit à faire cette transformation, parce qu'en fait, voilà, ce qui est important pour moi, c'est que les épreuves de la vie sont des occasions magnifiques d'aller chercher des ressources en soi, vraiment. Et donc, oser y aller, quoi. Et transformer, faire cette alchimie en permanence, parce que du coup, la vie devient une magnifique aventure. Est-ce que tu penses que tu vas revenir après cette vie-là? J'en ai aucune idée. Ah oui, là, peut-être que j'irai ailleurs. Tu te dirais quoi? Tu te dirais, allez, je reviens, c'est quand même trop bon. Ou... Là, je trouve que ça a été super, super dur aussi. Ouais, je trouve que tu prendras peut-être des vacances. Ouais, je sais pas, j'irai peut-être, sur Sirius, aller nager avec les dauphins, ou Vénus, kiffer un peu avec des gens magnifiques partout et ultra love, je sais pas. Merci Bélène. Merci.
Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.